Alors, vous avez insisté sur le fait que oui, il faut régner, vous le dites, vous l'avez dit tout à l'heure, en prenant la distance euh, avec l'islam, la culture, les différencier. Hein. La culture a été plus préservée par les Saltiguis que par les Almamis, qui sont basés sur l'islam, donc la civilisation arabe. Tout à fait. Hein. Et ce qui... Il s'agissait d'être lettré. Tout à fait. Et cette subordination, ce ralliement tête baissée aux Arabo-Berbères nous interpelle parce qu'en fait, il suffit de voir les prénoms des gens. Chez les Peuls, l'aîné, c'est garçon, c'est Hamadi, le deuxième, c'est Samba, et ainsi de suite. Mais tout ça, ça n'a pas de sens chez les gens. On va dire, Mbade Inde Defter. Mais Inde Defter, ça n'existe pas dans la religion musulmane. Ça n'existe pas. Est-ce que les Arabes, ils se font Inde Defter? Donc nous, donc ça, pourtant, c'est ce qui se fait encore. Oui, mais c'est ce qui se fait. Mais sauf que c'est là aussi qu'on efface toute une appartenance culturelle, que les prénoms, on les efface. Voilà. Samba chez les Peuls, on sait que c'est le deuxième garçon. Demba, on sait que c'est le troisième. Hier, il y a Delo, tout ça, c'est positionné. Et si on nous dit de laisser nos prénoms existants en tant que peuple, pour prendre les prénoms arabes, voilà, parce que c'est plus joli. Parce que, voilà, mais ça, on participe à notre propre acculturation. Et donc, ça c'est inacceptable. Et donc, alors qu'on a des valeurs... Et ça, vous pensez que l'Almamia l'a renforcé? Ah, mais bien sûr. Oui. Ah, bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous voulez le dire. Bien sûr. Oui. Même Abdelkader, il y a des gens qui vont dire Abdelkader. Bon, ils vont prononcer ça pour bien arabiser, parce que ça fait plus joli. Oui. Non, voilà. Et donc, tout ça, parce qu'il y a un moment aussi, on devient risible du côté des Arabo-Berbères, parce qu'on se renie. Et je trouve qu'on n'a pas à se renier. On a une très belle culture, on a de très belles valeurs. On peut rester musulman tout en restant peul. Oui. Voilà, c'est pas paradoxal. El Hadj Omar, quand il comptait parmi ces vaillants hommes, il avait des gens, certains qui ne priaient pas. Botul Sawahabo, tout le monde sait que Botul Sawahabo, avec ses dreadlocks, les gens ne les embêtaient pas. Mais El Hadj Omar sait qu'il peut compter sur lui sur le front. Voilà. Et voilà. Et donc, du coup, il faut une certaine tolérance. L'Almamia, c'est un système totalisant. Je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui de ne pas comparer ce qui s'est passé au Fouta-Toro sur l'Almamia avec ce qui s'est passé au Nord-Mali, où ils ont saccagé toutes les valeurs culturelles du Mali, le Mali qui est un grand pays, un grand empire, pour dire que, ben oui, on suit les Arabes, c'est ça. Moi, les Arabes ont esclavagisé les Noirs, les peuples. Pendant 13 siècles, ils ont rasé les gens, ils ont rasé l'or. Aujourd'hui, on sait bien que des gens, quand ils vont au Maroc, ils savent aussi ce qu'ils risquent. Et personnellement, je m'excuse cette anecdote. Moi, je suis allé en Tunisie. En Tunisie, j'ai fait les souks, à l'heure de prière, je prends mes ablutions, je vais aller à la mosquée. Mais on m'a arrêté à la porte, à l'entrée de la mosquée, on m'a dit que je ne suis pas musulman. Je dis si, je suis musulman. On m'a dit, mais récite le Coran. Je récite la Fatiha, je récite celle de l'islam arabique. Après, il y en a un qui était étonné, qui m'a dit, oui, vas-y. Je dis non, il ne veut pas. Donc, quelles que soient nos valeurs, on n'est pas considéré comme des frères musulmans. Et d'autre part, El Hadj Omar et Cheikh Ahmadou Bamba en ont enduré. Ils étaient déconsidérés. Il a fallu qu'ils montrent leur talent de savoir pour mettre les gens qui les contestaient dos au mur pour qu'ils soient reconnus. Et d'autre part, j'entends souvent, mais oui, vous les Noirs, vous n'avez pas eu de prophète. Puisque vous n'avez pas eu de prophète, vous suivez. Voilà. Mais une fois que j'entends ça, je dis oui, je suis musulman, mais je ne suis pas arabe. Et je ne veux être ni arabe ni français. Je suis peul, tout simplement, et je reste attaché aux valeurs musulmanes, voilà, sans oublier les valeurs peul. Oui. Alors, est-ce que vous pensez, nous allons vers la fin, qu'est-ce que vous pensez de cet héritage? Est-ce qu'on l'a conservé? Est-ce qu'on a laissé ce qu'il conviendrait de jeter aux orties? Est-ce que l'Almamia, le règne des Niankobé, les Saltiguis, comment vous voyez leur transmission, leur survivance par rapport à notre société d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a des survivances? Est-ce que vous pensez que les gens, comme vous faites par exemple, il y a quelqu'un qui a lu le livre, j'ai fait une émission avec vous, il m'a dit, ah, dites-lui, est-ce qu'il n'aura pas peur d'être taxé de négationniste? Je dis en tout cas, voilà. Non, moi j'ai pas peur de ça. Oui. Vous savez, hein, on fait de la recherche, on exhibe ce qu'on a trouvé.
Le Fouta Toro est trempé d'illusions réconfortantes et de réalités dérangeantes. Et donc, il faut donc exhumer les sources pour voir ce qu'il en est. Oui. Voilà ce dont regorgent les sources, Oui. donc qu'on nous cache. Et de part, je sais que le pouvoir étant l'obsession de plusieurs hommes, peut-être même nous-mêmes indirectement sans le savoir, je sais que ce qui compte aujourd'hui, en tout cas là où les gens peuvent se valoriser par rapport à leur appartenance historique pour être élus, ils le font. C'est ça qui est dommage en fait. Et voilà, quand bien même on a des hommes exemplaires, et j'en parle, un homme exemplaire à l'heure où le Sénégal est à la recherche d'une classe politique pétrie de vertu, d'exemplarité, qui ne pille pas les ressources de la nation. Voilà, j'en parle et je vais le nommer. Je vais le nommer parce qu'il s'agit du docteur Ibrahima Modouane. Je l'ai connu avec mon grand-père, Amadou Tamimouane, qui faisait visage du Fouta et qui m'a donné le goût de faire la radio, en fait. Et donc, pourquoi je parle de lui dans le livre? Outre ces aspects que j'ai énumérés, la discrétion de l'homme, son côté social qui aide les gens de façon discrète et effacée. Et comme disait Baudin, il n'y a de richesse que d'homme. Ça, le docteur Ibrahima Modouane, qui a aujourd'hui 92 ans, il le vit, il le pratique. Un homme effacé, qui n'a pas accumulé des biens fonciers ici et là. Il n'a qu'une maison, voilà, ça suffit. Et voilà. Ses enfants n'ont pas profité des bourses de l'État, parce qu'il en était question, il disait non. Mais quand un jour il me fait la confidence, mais oui, toi tu y as droit, voilà, il a tout fait pour que je l'aie. Voilà, donc je lui dois donc cet hommage, parce qu'il m'a beaucoup marqué depuis l'âge de 12 ans, de façon directe et indirecte. Il m'a aidé, il m'a porté, voilà. J'ai pas honte de dire que les séries de grèves que je faisais au lycée Van Vollenhoven ont fini par une exclusion. J'ai été exclu avec Maman Wan, qui est presque mon jumeau, je l'appelle mon jumeau, Maman Kayouane, et d'autres amis, même si j'ai omis leur prénom. Et donc, moi, j'ai préparé le bac chez lui. Voilà. Et tard le soir, il me disait, vas-y, je vais t'aider. Jusqu'à ce que je l'ai décroché. Voilà. Et donc, c'était ma traversée du désert. Donc, aujourd'hui, si j'en suis là où je suis, je puis vous dire que c'est aussi grâce à lui. Et donc, je lui rends ce vibrant hommage. Et voilà, à la présentation et à la dédicace du livre, j'aurais voulu qu'il soit là. Mais la sagesse de son âge fait qu'il vaut mieux qu'il reste à la maison, même s'il va toujours au cabinet. Voilà, il exerce de façon discrète et effacée, il n'est pas dans le voyement. Donc ça, c'est quelque chose qui me rassure que toute la classe politique n'est pas comme ceux qu'on voit. C'est ça. Et ce livre, oui, je m'associe à cet hommage-là avec respect. Alors, donc ce livre, donc, vous pensez que c'est bon à lire pour se faire une autre idée de l'histoire du Fouta. C'est pas seulement, c'est pas un pavé dans la mare, non. C'est pas un pavé dans la mare, c'est une version. Je souhaite que les gens la découvrent, la lisent, cette version, et je souhaite que lorsqu'on est à la recherche de notre histoire, sans remettre en cause notre islamité, notre francité, donc il faut s'accrocher à nos valeurs. On dit quand on ne sait pas où on va, il faut revenir d'où on est parti. Et donc, je pense que les valeurs liées à notre histoire m'ont toujours frappé. Quand je vois là à Dakar, je circule, voilà, deux personnes peuvent s'énerver, ça peut m'arriver, mais tout de suite les gens s'excusent, ainsi de les piétons qui passent, balment, diegelment. C'est touchant, cette humanité sénégalaise et qu'on appelle Teranga, mais qui est ancrée chez nous, et ça me touche profondément. Ce sont nos valeurs. Et donc, du coup, comme je disais lors de la présentation de la dédicace du livre, je regarde toutes Sénégalaises et tous Sénégalais comme frères et sœurs. Et donc, même s'il peut y avoir des sautes d'humeur en un moment ou en autre, mais je sais que ce sont des gens de paix, ce sont des gens respectueux, des femmes et des hommes de qualité. Merci. Nous avons